Mais Parfait. Bah, écoutez, nous allons un peu rentrer dans le vif du sujet. Alors, de toute façon, on enregistre, donc on pourra faire des coupes, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, bah, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation des Clionautes, association de professeurs d'histoire-géographie, pour la sortie de votre livre et la traduction en français de votre ouvrage Oradour sais-tu, que voici, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt et d'attention, puisque étant originaire moi-même de la Haute-Vienne et connaissant bien Oradour-sur-Glane, effectivement, c'était un ouvrage qui m'a particulièrement touchée. Et voilà, et pour vous présenter Robert Pack, donc je vais juste rappeler aux gens que vous êtes donc diplômé de l'université d'Exeter, que vous êtes un spécialiste de l'histoire de la France en guerre et que vous travaillez actuellement sur la résistance rurale dans la France occupée et que vous avez publié notamment précédemment Defying Vichy, je suis désolée pour l'accent, et qui n'a visiblement pas encore été traduit en français, et que donc vous publiez cette année donc Oradour sais-tu, ouvrage qui a déjà été publié en 2021 euh, en tant que tel. Voilà, alors voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur le massacre d'Oradour-sur-Glane, dont nous allons malheureusement commémorer le 80e anniversaire cette année. Et d'abord, j'avais une première question pour vous en tant qu'historien. Comment avez-vous découvert l'histoire d'Oradour-sur-Glane et comment avez-vous été amené à travailler sur le sujet? oui, bonjour, merci. C'est une longue histoire pour moi. Ça a commencé quand j'avais 17 ans. J'étais, Mhm, ma mère était prof d'histoire au Pays de Galles, où j'ai grandi, et on était une famille de francophones, francophiles, je devrais dire, pardon. Euh, on allait dans le midi, dans le sud de la France chaque année. Et c'était au cours euh, des vacances que ma mère nous a amenés au retour. Et c'était il y a plus de 30 ans maintenant. Donc, mhm, c'était avant le centre de la mémoire a été construit mhm, à Rodor. Et ça m'a beaucoup frappé et j'ai décidé que il fallait faire un travail scolaire au cours de mes études de français et j'ai décidé que je voulais faire ce travail au sujet d'Orodo. Donc, je suis revenu avec mes parents, j'ai pris des photos en noir et blanc et j'ai écrit quelque chose. Je l'ai toujours. Après avoir écrit des lettres au Office de tourisme et tout ça. Et mhm, puis, euh, j'ai presque oublié parce que j'étais professeur pour 12 ans après avoir fait des autres choses. Et c'était en 2015 que j'ai décidé, après avoir écrit des petites choses pour des livres scolaires, j'ai décidé que je voulais je voulais faire de l'histoire encore. Je mhm, voulais écrire quelque chose que je voulais écrire. Et, je- et l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale en particulier m'intéressait parce que j'adorais le français aussi. L'occupation, ou la période de l'occupation mhm, euh, allemande m'intéressait beaucoup. Et donc, après avoir décidé que j'allais écrire quelque chose hi- historique au sujet de l'histoire, j'ai téléphoné à quelqu'un que j'ai interviewé parce que quand j'étais étudiant à l'université, il fallait passer une année en France et j'ai passé une année à Périgueux. Et quand j'étais là, j'ai fait encore un travail. Alors, cette fois, c'était un travail universitaire. Je l'ai fait sur la résistance française, la résistance en Dordogne. Et j'ai rencontré des gens là qui étaient dans la résistance. Donc, après une période où j'étais professeur, j'ai décidé à contacter des gens que, que je connaissais là-bas. J'en ai trouvé qui étaient encore en vie. J'ai fait des interviews et puis j'ai écrit mon premier livre.
Et au cours d'écrire le premier livre, j'ai écrit un paragraphe au sujet d'Horodour. Et aussi, j'ai trouvé dans les archives départementales de la Dordogne des tout petits dossiers au sujet d'Horodour, des choses de l'évidence primaire qui étaient intéressantes. Et j'ai décidé que pour mon prochain livre, j'allais revenir au sujet d'Horodour. Et c'est à ce moment-là que il fallait formuler qu'est-ce que j'allais faire avec mon livre qui était différent aux autres. Donc, désolé, c'est une longue réponse, mais c'était une longue histoire. Je crois que la réponse longue se justifie totalement. Et justement, alors quand vous avez commencé à travailler sur Orador, justement, quelles sont les archives que vous avez consultées? Alors, vous en parlez effectivement dans votre ouvrage à un moment donné. Et voilà, voilà, quelles archives avez-vous consultées? Quelles difficultés avez-vous rencontrées également? Est-ce que voilà, vous avez eu des surprises également? La première chose qu'il fallait faire, c'était de décider ce que j'allais écrire parce que Mm, j'ai remarqué avec le premier livre qu'on ne peut pas juste écrire ce qu'on veut écrire et attendre une maison d'édition de publier mm, n'importe où vous voulez. Il faut trouver une question à répondre ou un chemin à suivre. Et moi, j'ai commencé, c'était la dernière visite en France quand je faisais le premier livre que je suis allé à Rodor, la première visite au centre de la mémoire que j'ai fait. Et j'ai rencontré une personne qui est devenue très importante, Sandra Giboin, qui est archiviste au centre de la documentation. mm, Et j'ai parlé avec elle, j'ai dit que je voulais écrire quelque chose au sujet au retour. Et en fait, ma maison d'édition m'avait dit, oui, ça nous intéresse. Et donc, des idées, mais je voulais discuter avec quelqu'un là à Rodor. Et donc, Sandra m'a guidé un petit peu. Elle me disait, écoute, il y a plein de, de documents, de livres au sujet d'Horodour, mais il faut éviter certaines choses, vraiment. mm, Euh, il faut... C'est surtout... qu'est-ce elle m'a demandé qu'est-ce qui vous intéresse, quelle partie. Et donc, j'ai fait le tour du village et ce que j'ai remarqué, c'était que j'étais intéressé par le village, les noms. Il y a des panneaux dans le village avec le nom de famille et puis mhm, le métier. Et j'avais un dictionnaire avec moi et il y avait beaucoup de métiers qui n'étaient pas dans mon petit dictionnaire. Et donc, j'ai demandé à Sandra et elle m'a dit, donc vous vous intéressez dans le village avant. Et c'était ça qui m'intéresse en particulier. Et donc, autre chose, j'ai lu un livre au sujet de Jacques Léventreur, qui s'appelle The Five, de Hallie Rubenholt, qui est très populaire en Grande-Bretagne. Et c'est, ça m'a frappé. La raison, c'est que elle a écrit, il y a cinq chapitres. Chaque chapitre est au sujet d'une victime. mm, Et le livre laisse le criminel. Il n'est pas dans le livre. mm, Chaque chapitre suit la vie de chaque victime jusqu'au moment du meurtre. Donc, mon idée initiale, c'était d'écrire quelque chose au sujet de ce village mm, comme il était au moment du massacre.
et j'allais laisser le massacre. Les témoignages du massacre ne m'intéressaient pas beaucoup, je dois dire. Et puis, donc, ce que j'ai fait après ça, Sandra m'a aidé à faire des interviews avec quatre survivants et il ne restait que quatre. Alors, ah oui, les quatre survivants qui m'étaient disponibles, qui étaient disponibles à me parler. Mhm. Et aussi, elle m'a guidé à utiliser les archives Mhm. départementales où il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a beaucoup de dossiers. Il y a les témoignages originaux alors c'était de octobre 1944, donc Mhm. juste après le massacre. Et aussi, il y a les documents, la documentation, les collections, les fonds à, dans le centre de documentation au Odo. Et au cours des mois, j'ai utilisé aussi des archives à Paris, dans les archives nationales et aussi à Londres. Mhm. Et c'était les témoignages que j'ai trouvé intéressants parce que ce que je voulais, ce qui me frappait, c'était que au retour, on visite au retour maintenant, on voit les restes de ce village. Mais il faut, si on veut examiner de plus proche, c'est comme Pompéi en Italie. C'est un, c'est un moment figé dans le temps. Et on peut comprendre comment, comment était ce village, comment étaient ces communautés à ce moment-là. Et avec les témoignages, les parties que j'ai trouvées très, très intéressantes, c'était les premières parties de chaque témoignage où une personne, un, un survivant ou un parent d'un survivant, décrivait ce qu'il faisait ce matin-là ou les jours avant le massacre, ce qui était beaucoup de décrivaient la famille et pourquoi le fils était dans le borg à ce moment-là pour c'était le jour de distribution de tabac par exemple et comme ça j'avais avec beaucoup d'autres choses les interviews avec le survivant j'ai essayé d'établir une sorte de construire un peinture, si vous voulez, de ce village. Mhm. Oui, il y avait des problèmes parce il y a beaucoup il y a des trous, il y a, il y a des choses qui manquent, il y avait toujours des rumeurs. Cette personne était pétaniste, par exemple. Cette personne, les familles de victimes ont été interviewées après le massacre, on essayait de mettre le blâme sur les autres gens et il fallait comprendre pourquoi. On disait qu'une famille était, que son fils était milicien, mais en fait, il n'était pas. Il fallait comprendre qu'il n'était pas milicien. En fait, en fait, on sait, il était dans il avait des liens avec la résistance. Portait un uniforme de temps en temps, mais il n'était pas Mhm. milicien. Donc, il fallait, il fallait utiliser tous les. En anglais, on dit triangulate. Triangulate Mhm. les choses. Est-ce qu'on dit Trianguler les choses, oui, effectivement, oui, ça peut se dire, oui. trianguler Oui, oui. l'évidence entre les témoins, entre ce qu'on a écrit après? Par exemple, l'un de mes interviewés, il avait écrit un livre lui-même et il a, je- j'ai trouvé beaucoup de choses dans son livre que je pourrais utiliser dans le mien. Donc, oui, encore de longues réponses, mais il y avait plein d'archives.
et plein de problèmes aussi. Je suppose que justement parmi les témoins que vous avez rencontrés, il y avait justement Robert Ebras qui nous a quittés il y a peu de temps. Vous l'avez rencontré combien de fois dans le cadre de votre travail? Robert Desbras, qu'une fois. Ah oui, euh, une seule fois. Mm, oui, oui, oui. Il était toujours. mm, C'est, euh, alors, il était un peu fragile mm. quand même. C'était quoi? C'était en 2019, je crois. Non, Oui. 2019. Et il. Donc, oui, oui, j'ai passé 2 heures avec lui, peut-être. Mhm, C'était organisé par Sandra et je l'ai rencontré au centre de la mémoire. Mais ce qui a mhm, été important avec lui, quand il est arrivé, je lui ai dit, il a fait beaucoup de travail avec beaucoup de gens, il fait beaucoup, beaucoup d'interviews mhm, il aidait tout le monde. Mais ce que je lui ai dit, j'ai dit, Monsieur, j'ai lu votre témoignage de la journée du drame euh, plusieurs fois et je n'ai que 1 heure, 2 heures. Est-ce qu'on peut parler de votre vie avant que mhm, de village? Et en particulier parce que je savais que il travaillait à Limoges, mhm, dans un garage à Limoges. Et donc, il était l'une des personnes qui n'avait pas peur des Allemands parce il les voyait pratiquement tous les jours. Et, et c'était lui qui a soulagé certains des autres mhm, habitants il n'y avait rien à craindre. Donc, euh, Robert Debray, c'était une personne qui était assez. La première fois qu'on rencontre, il était assez froid. Surtout que j'étais britannique et encore un livre au sujet de Rodor. Mais quand j'ai commencé à lui montrer que je n'avais pas l'intention d'écrire un livre polémique, essayer de résoudre le mystère d'Ordre Seguin, les choses comme ça, que j'étais vraiment un historien et mhm, je m'intéressais surtout dans le village avant. mhm. Et la conversation, c'était une très bonne conversation. Et maintenant, je connais sa petit-fille Oui, euh, qui a continué qui continue son qui continue travail. effectivement son travail. Et d'ailleurs, oui, bah, ce qui est éclairant d'ailleurs, parce que dans votre ouvrage, vous faites d'ailleurs la part belle aux photos qui datent d'avant le massacre. On découvre finalement la vie et les familles d'Oradour, également certains réfugiés qui étaient présents. D'ailleurs, j'ai noté que votre ouvrage s'ouvre la première photo, c'est-à-dire si je ne me trompe pas, si je la retrouve, je l'avais, oui. Il y a deux photos même. La première, c'est une photo où on voit l'église au fond, sur les bords de la glane. Et la deuxième, c'est le portrait de Ramona Dominguez, Gilles, qui est la 643e victime du massacre d'Oradour, qui a été reconnue officiellement comme telle d'ailleurs il y a peu. Et effectivement, moi j'avais une question, alors qui est un petit peu particulière parce que j'ai beaucoup lu les ouvrages sur Oradour. Justement, on voit très peu les photos du massacre, les photos qui ont été prises après le massacre. Et justement, je m'étais demandé si c'était un choix éditorial particulier, euh, parce qu'on ne les voit pas, effectivement. Mais pour le coup, je comprends mieux, effectivement, étant donné l'orientation que vous avez choisie, qui était tout à fait pertinente, d'ailleurs, qui redonne un visage aux victimes, qu'on a souvent tendance d'ailleurs à oublier. Et justement, parmi ces photos, euh, quelle est celle qui vous a peut-être le plus marqué, en fait, s'il y en a une qui vous a marqué?
laquelle des photos dans le livre? Ben, Oui, dans le livre ou parmi celles que vous avez pu voir, une photo qui vous semblait représentative de la vie à Oradour avant le massacre. moi, j'ai fait la décision Mm, que je ne voulais pas. J'ai vu beaucoup d'ouvrages au sujet d'Orolo où il y a mm, c'est plein de photographies de la destruction de corps mm, aussi. mm. Surtout les ouvrages euh, qui ont été publiés juste après le massacre dans les années Oui, 40, oui, 50. Des photographies qui sont très, très. Alors, ils, ils sont horribles. oui. Ils sont Mm, brutales. mm. Alors, c'est vrai Et que c'était ma choix quand j'ai fait la proposition pour ma maison d'édition. J'ai dit que je voulais pas mettre des photos de corps mm, mutilés. Je voulais honorer le mémoire de chaque victime. Et je pensais que mettre les photos de corps mm, humains, de restes humains, je, même quand je les vu comme adolescent dans les brochures que j'ai achetées oui, à Rome, mm, ils sont là dedans. Je ne les aime pas. Je pense qu'il y a quelque chose, c'est quelque chose qui devrait être mm, fermé à clé. Et mm. donc, c'était ma décision que je voulais limiter les photos de destruction à juste à quelques vues très, très générales à la fin. Mhm. Oui, Hein. Et même dans oui. les derniers chapitres, quand je parle des victimes, quand je décris certains des victimes, je voulais, je voulais les représenter avec les photos, les photographies de, de ces personnes quand ils vivaient. Mhm. Parce que pour moi, l'un des buts principaux de livre, c'était de euh, reconnaître que chaque victime Mhm. était un individu. Et par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un, c'était un homme que personne, ou presque personne n'avait mentionné avant un orphelin qui s'appelait Madeleine Bonnet. Et Oui. elle a 17 ans. Et donc, elle était pupille de la nation. Et c'était une personne pas du tout importante dans l'histoire d'Orador. Mais au cours au cours de l'écriture, quand je faisais le livre, quand j'écrivais le livre, Sandra Gibbon m'a envoyé un email euh, pour dire qu'on avait trouvé, on avait finalement trouvé une photographie de cette personne. Et j'étais un peu, quand j'ai vu la photo, j'étais un peu bouleversé parce que j'avais Mhm. écrit un petit paragraphe sur elle déjà, mais c'était une des personnes qui n'avait pas de visage. Parce que il y a quelques ans, on a fait, on a fait un produit, on a fait un projet à Rodot. On a collectionné beaucoup Mhm. de photographies de visages et on Mhm. les a mis dans le couloir quand on Exact. sort Mhm. de l'exposition. Il y a un couloir de côté, beaucoup de photos. Et il y a toujours des espaces. Mhm. Et il y a certains qui manquent. Et Madeleine Bonnet était l'une des photos qui n'était pas là. Mhm. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais Sandra m'a envoyé la photo et ça m'a beaucoup frappé. Après, j'ai découvert que, et honnêtement, c'était après que j'ai lu dans certains témoignages
cette histoire d'une fille qui s'est échappée du rafle, il semble. Mm, Elle est rentrée dans l'épicerie où elle travaillait et deux frères qui se cachaient dans l'épicerie, ils savaient qu'elle était là et puis ils étaient témoins quand elle a été fusillée par un soldat allemand mm, et son vu son corps. Et ça, c'était Madeleine Bonnet. mm, Et donc, je pensais que c'était avec chaque personne comme ça, il y avait beaucoup d'autres. Je voulais montrer. Je pense que c'était plus important, même quand on parlait de la violence, quand on décrivait euh, l'événement, la violence, tout ce qui se passait pendant ces journées horribles. Et même mettre, même là, on pourrait utiliser la photo. mm. Et Effectivement. comme ça, je pense, si on connaît les victimes comme il était avant, ça rend les choses beaucoup plus réelles, beaucoup plus Mm. touchantes. Effectivement, effectivement, ça rend très touchant à la fois le récit et effectivement, on se plonge un peu mieux finalement aussi dans la vie de ce village où on a souvent dit que Oradour représentait un cadre idyllique, bucolique, mais finalement c'était aussi un village qui était concerné par la guerre et qui a connu les restrictions, qui a connu toutes les difficultés liées à la guerre en elle-même. Et finalement, justement, tout à l'heure, vous parliez justement de certains qui voient encore un mystère pour vous. Est-ce qu'il y a encore un mystère au Radour? On ne peut pas parler de mystère. Non, non, c'est pas un Mm, mystère. Non, à mon avis, non. mm, À mon avis, on peut voir dans les témoignages des petits détails, des petites histoires, des petites légendes qui ont été mm, sémées par les Allemands. Ah, c'était par le bon Ordor, ça aurait dû être Ordor Sévère. C'est pas croyable parce mm. qu'Ordor Sévère, c'est dans une autre direction Oui, et oui. c'est loin, c'est pas tout près. Et l'enlèvement d'un major à Kampf, ça c'était loin d'Ordor. Mm, Euh, donc oui, donc, mais on peut voir mentionner des choses comme ça dans les témoignages. On m'a dit, il y a une femme qui dit que un soldat qui était là, elle était à l'extérieur de la euh, de- du rafle et un mm, soldat a dit, oui, les maquisards ont tué un de nos soldats. C'est pour ça que moi, je ne pense pas que les soldats qui étaient là ce jour-là, les SS, savaient mm, exactement mm, le massacre a été. mm, On avait peut-être le donné des idées, mm, euh, mais le fait que c'était un ordre officiel donné euh, à donné par l'état-major allemand, c'était pour frapper mm. brutalement, Oui. pour faire un exemple. Mm, Euh, et c'était en réponse à la résistance dans la région. mm, Et quand je dis la région, je veux dire le sud de mm, la France. C'était mm, pour faire un exemple, euh, c'était une méthode pour dire aux jeunes, aux paysans, par exemple, qu'il ne faut pas mm, ravitailler le maquis, il ne faut mm, pas soutenir la résistance mm, parce que on peut faire ça. Nous mm, avons le pouvoir, la mm, puissance de faire mm, ça. Et c'était quelque chose qu'on faisait, cette même division d'Astreich elle faisait en Europe de l'Est mm. régulièrement. Avant Oui. de venir en France, avant d'arriver en France, c'était pas, c'était le mot d'emploi, Mm, c'était pas rap, mais c'était différent en France parce que
la France était un pays collaborateur. mm, C'était pas un pays tout à fait occupé comme des autres pays. mm, Euh, un pays soumis. C'était pas mm, dans les yeux du gouvernement mm, français. Donc, c'était un choc. Euh, et ce qui était très, très difficile, c'était le fait que euh, la division d'Astreich avait été renforcée par des soldats des malgré nous oui. Alsace. Mm, Des soldats qui étaient français. Donc, des Français ont dû tirer, tuer sur les autres, tirer sur les autres Français, tuer des autres mm, Français. Ça a rendu la situation plus difficile encore, mm. plus compliquée encore. Et surtout après la guerre, effectivement, notamment lors du procès en 1953, si je me souviens bien, et l'amnistie qui s'en est suivie, qui a toujours été mal vécue d'ailleurs dans la région pendant très très longtemps. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai une question. Vous êtes retourné à Oradour-sur-Glane récemment ou pas encore? Récemment, Oui, oui, je suis allé il y a 3 semaines oui, pour France et je viens, je vais ce week-end pour les commémorations, le 4, d'accord. Mhm. 24e. Sorry, c'est quoi le 80e? 80e. Désolé, j'ai une longue journée. Ah oui, commémoration. Oui, donc oui, je vais encore. Et je suis heureux parce que Babette Robert, qui est directrice du Centre de la mémoire, et ainsi que Benoît Sadri, qui est président de Mhm. l'Association des familles des martyrs, ont tous les Mhm. deux aimé le livre. Ils ont tous les deux lu le livre en anglais quand Mhm. je l'ai écrit en anglais et ils ont écrit un préface pour la version française aussi Mhm. Mhm. parce qu'ils aimaient ce que j'ai fait avec ce livre, que c'était une reconstitution de ces communautés. C'était pas juste, c'était pas un un livre controverse, c'est une étude historique de cette période. Parce que ce que je voulais montrer, surtout, c'était comment un village ordinaire français avait changé Mhm. en quatre Ouais. ans et Mhm. pourquoi les gens qui étaient là pour le massacre, au jour du massacre, pourquoi tout le monde était là, pourquoi est-ce que il y avait des Juifs qui se cachaient, pourquoi est-ce qu'il y avait des Espagnols, des réfugiés, Mhm. des, des enfants parisiens, Mhm. des gens de Roubaix, Mhm. de n'importe, de tous ces mélanges qui étaient là au moment du massacre, ce qui n'aurait été le cas en 1939. Mhm. Ça, à ce moment-là, ça aurait été un village très, très ordinaire, plein de paysans, Mhm. euh, Limousins. Donc, oui, ça, c'était le bout de ce livre. Et j'aimais bien que j'ai essayé tout au cours du procès, j'ai Mhm. envoyé le manuscrit pour être vérifié, pour Mhm. vérifier que j'ai pas fait des erreurs. J'ai écrit aux familles des victimes si je pourrais utiliser le photo familial. Mhm. J'ai essayé de faire ce que je pourrais pour être correct. Mhm. Je suis pas Et journaliste. je vais bientôt vous libérer. Peut-être une dernière question, parce que votre journée a été longue. Vous pensez que maintenant les mémoires autour d'Oradour sont apaisées, ou est-ce que on sent encore des tensions, notamment dans les familles et chez les descendants des familles? Je pense que les choses ont changé Mm, les dernières 5 ans, je crois. Les mm, derniers survivants
disparaît. mm, On disparaît où? On fait avec Robert Desplat, André Desormeaux, euh, en particulier, on avoue. Alors là, on m'a dit que Orodo, Orodo passe dans l'histoire. mm, Orodo était une question de mémoire. Maintenant, mm, ça entre dans l'histoire. mm, Et je pense que c'est un bon moment, ce week-end, mm, à peut-être mettre la fin à l'étape de mémorialisation parce que le monde a beaucoup changé. mm. Et je pense maintenant, on peut apprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un moment figé dans le temps, c'est une Mm, représentation de ce que la France était au moment de la guerre. Et mm. mais je pense que je ne crois pas qu'il y a des familles qui sont toujours, qui ont des Dans le difficultés. ressentiment. Oui. Et en fait, c'était Camille Sénan qui m'a dit, parce qu'après la guerre, après guerre, elle est allée vivre à Strasbourg avec sa mère qui était malade. Et elle était très bouleversée quand elle était là que euh, alors l'amnistie Mm, euh, des condamnés mm, avait provoqué tant de détresse entre mm. euh, les deux régions, la région Limousin, la région Genre, euh, Alsace. Mm, Alsace. Et ça, c'était très, très triste pour elle. Et bien sûr, c'est très mm, triste. Mais elle m'a dit, c'est le moment où ça doit changer. Les gens disparaissent, on peut changer maintenant. Et je pense que c'est un peu comme ça avec les tout. C'est une bonne représentation de ce que la guerre peut faire. mm, Euh, mais ça, c'est l'histoire maintenant et c'est le moment où on peut apprendre. mm. Oui. Écoutez, je vous remercie sur effectivement, cette note d'optimisme, comme quoi, effectivement, les mémoires peuvent s'apaiser. Je vous remercie pour cet entretien, Monsieur Pike, et je vous Non? souhaite un bon séjour en France. Merci beaucoup. Merci. Merci pour Merci votre. beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.